Bien, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est drôle parce qu'en fait, quand on a écrit ce bouquin avec Luc, on était en fac d'abord, on était en DEA à l'époque, ensemble. Je me sens très très bien. Et on avait envie, lui adorait Carpenter, moi aussi, puis on s'est dit un jour, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un livre? Parce qu'on trouvait que les mémoires de fac c'était bien. Mais... Bref. Et voilà, pourquoi pas faire un livre sur John Carpenter? Et on s'est dit, bah oui, on va le faire, écrivons-le ensemble. Et donc on a écrit ça ensemble de façon un peu... D'ailleurs c'est un livre qui a aussi, il faut quand même le dire, pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance de le parcourir, qui a aussi tous les défauts du premier livre, et notamment tout le jargon un peu universitaire, un peu lourd, et notre bataille non plus finie, enfin bref. C'est le seul bouquin en fait que je ne ferai pas reparaître aujourd'hui parce que j'ai envie de le réécrire quasi intégralement. Et bref. Et donc on s'est dit avec lui, bah oui, écrivons sur Carpenter. Bon, à l'époque, il faut quand même se rappeler qu'on est à la fin des années 90 et que le grand retournement de la critique n'a pas encore vraiment eu lieu. Alors à l'université encore moins, parce que comme elle a 10 ans de retard, ça arrivera plutôt à la fin des années 2000, mais en tout cas à l'université, à la fin des années 90, bosser sur Carpenter, c'était quelque chose de terrible. Et enfin, moi je me souviens pour avoir fait notamment un mémoire quelques années auparavant sur Vidéodrome de David Cronenberg. Le prof de Paris m'avait dit c'est comme un pornographe. Je me suis dit, bon, alors Carpenter, c'est un petit peu plus soft. Et bossant sur Carpenter, on s'est dit, voilà, on fait ce livre, et pourquoi ne pas aller rencontrer John Carpenter? Mais en fait, on n'y croyait pas du tout au début. Et je me souviens très très bien avoir envoyé un soir, comme ça, un fax, on avait dans le bottin américain, on avait cherché l'adresse de la boîte de prod de Carpenter, son Making Production, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on envoie une bouteille à la mer, on envoie un fax à John Carpenter. Et je lui envoie le fax, et une journée après, il me répond en me disant, bah, écoutez, je serais très heureux de vous rencontrer pour faire un entretien pour ce livre. Voilà, à l'américaine. Très vite, c'est très vite oui ou très vite non, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Luc à partir, en fait, à Los Angeles, sur le montage d'Escape from LA, Los Angeles 2013. Donc on a passé une semaine là-bas, on allait le voir tous les jours dans sa salle de montage, il était en train de monter des séquences, notamment la fameuse... Qui avait ce film parmi vous? Ouais. Ah ouais, quand même. C'est bien. Et notamment la fameuse séquence de basket, pour ceux qui s'en souviennent, il a passé une journée et demie à savoir quelle était la bonne vitesse du ballon de basket qui arrive à la fin. Enfin bref, c'était un moment très compliqué pour lui. Et donc voilà. Et ensuite, on a fait un entretien avec lui, qui est un entretien à la fois... Enfin, je regarde un souvenir très chaleureux, un type absolument adorable, un peu bourru quand même, et totalement halluciné par les questions qu'on lui posait. Parce qu'en fait, il voyait arriver des critiques, enfin des jeunes admirateurs européens, et on lui posait des questions complètement folles. Est-ce que ça serait pas une référence à Mélanie Klein, et le plan 12 d'Halloween, ça veut pas dire machin. Et je pense que ça l'amusait en même temps, parce qu'il savait aussi un peu ça, le rapport de la critique européenne au film américain. Et lui avait quand même, dans la grande tradition des cinéastes américains, c'était vraiment, ouais, mon nom est John Ford, je fais des westerns, quoi. Il ne voulait pas en dire plus, voilà. En tout cas, il y avait une forme d'élégance chez lui qui faisait qu'à aucun moment il expliquait ses films dans le long et large. Après, il a un peu évolué, il a dit 2-3 petites choses, mais quand on lit des entretiens avec Carpenter, c'est pas grand-chose, contrairement à des entretiens avec Cronenberg ou d'autres cinéastes qui sont très très divers sur leur œuvre, qui vous font à la fois le film, la donne d'intention, la critique et le bouquin en même temps. Quand vous allez les voir, vous mettez le micro, il y a tout. Carpenter, pas du tout. Il y avait quand même une forme de retenue, ouais, à la hausse, quoi, son idole. Vraiment l'idée qu'on dit très très peu de choses. On a l'élégance de ne pas dire ce qu'on a voulu faire. Si c'est pas visible dans le film, c'est que c'est pas présent, quoi. Et donc voilà, le souvenir que je garde sera cette rencontre avec Carpenter, que j'ai eu l'occasion après de retourner voir plusieurs fois. Et puis aussi le fait que Los Angeles 2013, enfin c'est important parce que ça n'a peut-être pas de rapport avec le film que vous avez vu ce soir, mais un peu quand même, c'est qu'à la fin des années 90, Carpenter il est malade. Et moi je le vois à ce moment-là, lorsqu'il est malade physiquement, et on sent qu'il fait 10-15 ans de plus que de l'âge qu'il a réellement. Et en fait, moi je sais très très bien que lorsqu'il fait Los Angeles 2013, il est convaincu, lui, que c'est son dernier film. Et d'ailleurs, si vous avez vu ce film, d'où d'ailleurs le temps qu'il va mettre à le monter, son film, et notamment la façon dont le film se termine, quand Rousseff s'adresse à la caméra et dit « Welcome to the Human Race », on sait très très bien qu'à ce moment-là, Carpenter pense que ça va être son dernier plan. Et d'ailleurs, quand vous prenez le film Carpenter, vous arrivez à ce film-là, ce dernier plan est filmé comme le dernier plan d'un cinéaste. Il dit après ce film-là, je n'en ferai plus jamais, pour des raisons d'ailleurs finalement de santé physique. Ça ne sera pas le cas, s'il ira mieux, il en fera d'autres, mais il y a évidemment quelque chose dans la carte de Carpenter qui s'est brisé, mais qui s'est arrêté, à mon avis, dans le dernier plan de Los Angeles 2013, 98, quoi.
Après, il continuera à en faire d'autres, mais pour travailler sur les tournages de ses films ensuite, Vampire, etc., j'ai bien vu que le Carpenter, qui avait la forme de l'énergie, la croyance, le côté fuck-off de Prince of Darkness ou The Eve, avait un peu disparu. Et d'ailleurs, maintenant, là, moi je l'ai revu il y a 1 mois et demi aux États-Unis, et donc maintenant il a arrêté, vous le savez tous, hein, a priori le cinéma, il se consacre à la musique, il a fait ses albums, très très beaux d'ailleurs, et là il a commencé sa tournée, je crois que c'était à Reykjavik. Ouais, c'est ça. Reykjavik, il a commencé à Reykjavik, et moi j'en revenais de Reykjavik, je me dis qu'est-ce que vous allez faire à Reykjavik quand même, un endroit, hein. Bref, et donc voilà, voilà où il en est aujourd'hui, et je pense que c'est quand même quelqu'un qui n'a cessé depuis une vingtaine d'années, enfin après The Thing, de combattre avec les studios, comme beaucoup, vous me direz, mais lui ça l'a beaucoup affecté, et d'ailleurs on pourrait dire que la fatigue aujourd'hui de Carpenter, elle commence avec The Thing en fait, parce qu'il faut quand même rappeler que lorsque le film sort en juin 82, je crois que le film sort le 21 juin 82 aux États-Unis, et E.T. est sorti le 14 juin. Et quand on sait ça, on a tout compris. Et oui, et le film qui a quand même beaucoup coûté, sur lequel il a beaucoup bossé, qui est à mon avis son chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de très très bons films de Carpenter, mais je pense que The Thing c'est vraiment un film où il atteint, c'est-à-dire que tout ce qui l'intéresse est là au maximum. Il y a dès la séquence d'ouverture, quelques des séquences d'ouverture les plus insolites de l'histoire du cinéma, quelque chose de complètement dingue. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Et voilà, ce chien, ce husky poursuivi dans la neige par un hélicoptère, par un Norvégien, c'est incroyable de voir un film comme ça. Et c'est génial, parce que tout est évidemment déjà là. Cette idée qu'en fait, on est pris dans une histoire qu'on va répéter, et comme on est humain, pas très malin, on va répéter à l'infini l'histoire qui a raté. C'est ça que ça raconte The Thing, avec ce chien et les 2 notes qu'on entend d'ailleurs au début et qu'on entendra à la fin, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur The Thing, sur la dernière séquence du film. Vous avez peut-être lu des bouquins ou vu sur internet des geeks, surtout américains, des geeks américains qui en sont encore 30 ans après à savoir qui est infecté des deux à la fin, Child ou McCready, si ce sont les deux qui sont infectés ou si aucun des deux n'est infecté. Moi je pourrais en parler 3 quarts d'heure de ça. 3 quarts d'heure pour les différentes hypothèses, mais c'est vrai, qui font qu'on peut se dire, bah, là il faut regarder la laine. Alors si on regarde effectivement la laine, la condensation, je ne sais pas si vous avez encore la condensation de la laine en tête, mais en gros ça donne un indice. Bon. Oui, mais alors bon, ça peut être contesté. D'autres vont vous dire, regardez l'évolution des tenues, des habits, des costumes des personnages du début à la fin, et vous saurez toute l'histoire, comment The Thing évolue. Et donc ça, c'est une autre hypothèse sur la fin. L'autre hypothèse qui pour moi est la plus juste, c'est que Carpenter s'en fout de savoir qui est infecté, évidemment. Et on va vers la fin, c'est un film sur l'apocalypse, donc que ce soit l'un ou l'autre, ou l'un après, les deux y passeront. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le mal a gagné. Et on sait, parce qu'on réentend les 2 notes de Morricone, qui signifiaient, alors qu'on ne savait pas encore au tout début, évidemment, l'apparition de The Thing. Les fameuses 2 notes de Morricone, parce que vous connaissez peut-être l'histoire de la partition de The Thing, qui reviendra un peu dans le goût du jour, parce que Tarantino a repris en partie certains des morceaux qu'il avait composés pour The Thing de Carpenter, et comme The Thing que Carpenter n'a pas voulu, Morricone a gardé, ce qu'il fait très très souvent, encore beaucoup aujourd'hui, des stocks de partitions qui n'ont pas été utilisés. Et puis maintenant, quand il compose, une fois sur 2, il fait que refourguer des choses qu'il a refusées. Hein. Ça, je mets des exemples incalculables. Et notamment, il y a plein de morceaux de Morricone qui ont été utilisés en partie dans des giallo des années 70 en Italie, composés comme ça à l'appel. Et on retrouve par moments dans les films américains 10 ans plus tard exactement le même thème. Bon. Et comme les films italiens ont été un peu oubliés, on l'a un peu manqué. Et par contre, dans Les 8 salopards, le fameux grand thème qu'on entend au début, dans ce moment très Sarafian, Convoi sauvage, André de Toth, Wilderness, tout ça, etc., ce moment-là, ce morceau-là, c'était en partie des choses qu'il avait composées pour Carpenter. Et tout le paradoxe de Carpenter, c'est qu'en fait, il est très content d'avoir Morricone, il va le voir à Rome, en disant j'aimerais beaucoup continuer à faire des films, alors puisque là, il a fait des musiques de ses films, Carpenter, et en même temps, au bout de course, il voulait juste avoir une musique de Carpenter signé Morricone. Et donc, il a fait composer. Morricone avait fait un nombre de morceaux incalculables, beaucoup plus denses, plus symphoniques, plus orchestraux. Quoi. Et Carpenter a demandé à chaque fois d'enlever des instruments pour arriver à une nappe et ses 2 notes. On se dit c'est fou parce qu'on avait quand même Morricone sous la main, et en même temps, c'est une des partitions les plus efficaces. Et ça, évidemment, on se dit pas c'est du Morricone. Mais c'est une des partitions les plus justes et les plus efficaces, à mon avis, des films de Carpenter, c'est celle-là, quoi. Les fameuses 2 notes qui fait qu'on reconnaît The Thing immédiatement. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais... Ok, il y a peut-être des questions dans la salle. Bon, je peux laisser mon micro. Bonsoir Jean-Baptiste.
Je voulais savoir, est-ce que vous savez comment Carpenter en fait deal avec ses acteurs? Enfin, on sait la part vraiment importante qu'a Kurt Russell, mais parce qu'il y a beaucoup d'inconnus en fait dans le film. Moi, je pense à ce plan. On ne sait toujours pas qui c'est. Au début, quand il y a le chien, il y a une ombre, l'ombre, et qu'on n'arrive pas à reconnaître par exemple, ou qui a traficoté le sang et tout ça. Comment il travaille justement avec ses acteurs face à ces... Alors, ouais, la question est très longue, parce que alors, qui a traficoté le son? C'est Palmer, je vous dis ça, parce que je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, mais quand vous voyez le film, c'est Palmer, quoi. Et on le sait notamment à cause du soleil, à cause de la vie qui change, et à cause d'un plan extraordinaire dans le film, qui est un plan qui est un son, tout simplement. Lorsqu'il rentre dans la fabrique et qu'il discute avec l'autre qui est en train de fouiller, on le voit avec ses lunettes de soleil, et juste avant qu'il reparte, il parle des clés. Et on ne comprend pas du tout, lorsqu'on voit la séquence, de quelles clés il s'agit. Et on entend que les clés tombent. Il dit, je vais aller rendre les clés à Gary. Et en fait, on se retrouve 45 minutes plus tard avec cette espèce de débat très hoxien autour de ce frigidaire, on se dit, mais qui avec, etc. Et en fait, c'est Palmer qui a saboté, je dis ça parce que c'est... En fait, ce qui est fascinant dans The Thing, qui est un film à la fois génial sur plein de choses, mais moi, la première chose qui m'avait fasciné quand j'avais vu The Thing, ça c'était parce que j'étais étudiant en cinéma, donc j'étais un peu... c'était le travail sur le montage. Pour moi, les trucs les plus terrifiants dans The Thing sont les fondus au noir. C'est-à-dire qu'il y a parce que la grande idée, à mon avis, The Thing, si on le prend comme un film sur la terreur du montage, moi je pense que c'est ça, The Thing, c'est vraiment un film qui nous dit que c'est horrible le montage, parce que... Enfin, c'est horrible. Je ne sais plus qui est, je crois que c'était Philippe Arnaud qui avait écrit un très très beau texte là-dessus. Bref. Sur la question du le montage et la peur du montage. Et l'idée est extrêmement simple, c'est qu'il y a une croyance au cinéma, là après je réponds à votre question parce que je pense que il y a une croyance au cinéma qui veut que lorsqu'un personnage, je ne sais pas, lorsque Gary Cooper, John Wayne et Rolf Flynn, quand un personnage sort du cadre et qu'il revient 2-3 plans plus tard, c'est le même. Autrement dit, il y a une croyance naturelle dans la continuité de l'acteur. L'acteur est le même John Wayne, dans Plein du désert, dans la charge héroïque, il est pareil, c'est le même John Wayne. Et ce que met en scène, en fait, The Thing, et ce que d'ailleurs avait déjà mis en scène avant, c'est pour ça que c'est un film qui est très influencé par les Body Snatchers, qui est un film capital, le film de Seagal pour cette génération-là, c'est cette idée, souvenez-vous, dans le film de Seagal, que dès qu'un personnage quittait le cadre, et il revenait quelques secondes plus tard ou quelques minutes plus tard, il y avait un doute sur son identité. Est-ce que celui qui revient, qui a le visage du même, ça ne serait pas l'autre? Et tout ça, c'est une idée absolument fantastique. Et que finalement, que exploite Carpenter de façon assez discrète, mais quand même totale, mais permanente. Quand Mark Reddy, après avoir été embêté, laissé de côté dans cette de froid glacial, parvient quand même à rentrer avec sa bombe, son espèce de dynamite et son lance-flamme, et dit « je veux vous avoir tous sous les yeux tout le temps », il est en train de dire exactement « je veux pas de montage dans le plan, maintenant c'est fini ». C'est du plan séquence, c'est du plan d'ensemble. Vous êtes tous dans le cadre sous mes yeux. Et ça, c'est un moment, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce film, c'est que c'est un des premiers films sans doute qui m'a fait ressentir, autant que Body Snatchers, la peur du montage. Cette idée, j'avais envie que les personnages soient tous dans le cadre, en permanence. Puisque dès qu'ils sortent, quand ils reviennent, je ne sais pas si la chose... Or, évidemment que le hors-champ, c'est le territoire de la chose. Dès qu'on sort du plan, dès qu'on est dans le montage, dans le cut, dans l'interstice, etc., c'est là que la chose intervient. Alors ça peut être du hors-champ spatial ou du hors-champ même temporel, du hors-champ narratif, la nuit, dormir, parce que quand on dort, on peut se... Et si vous reprenez tout le film, vous vous rendez compte que la première fois, on est tellement pris en fait par ce que ça raconte qu'on en oublie presque de savoir est-ce qu'il y a une raison, est-ce que Carpenter nous a donné des indices à l'intérieur du plan de la métamorphose des uns et des autres. Enfin, la fois, non, on se constate juste d'être en retard en permanence, on se rend compte qu'un tel est métamorphosé. Et puis le spectacle de l'horreur étant tel qu'au moment où les types sont sur le banc et que l'homme se métamorphose, on ne se dit pas, mais attends, mais à quel moment il s'est métamorphosé? Voilà. Il y a une sorte de sidération de l'effet spécial qui fait qu'on ne se pose pas cette question. Et pourtant, il y a une logique absolument parfaite dans le film. C'est pas n'importe comment que les personnages arrivent, c'est pas, pour le coup, c'est
c'est pas, il n'y a pas d'effet acristique. On n'arrive pas en disant, tiens, c'est lui, c'est lui. Non, c'est-à-dire que Carpenter a dessiné dans le plan, tout en permanence, et dans le film, tous les éléments logiques qui font que c'est un tel ou un tel. Mais la première fois qu'on voit le film, on a complètement oublié ça, et on ne se dit pas, est-ce que c'est logique ou pas, hein. On subit la métamorphose, un peu arbitraire, bizarre, inquiétante des uns et des autres, alors qu'au fond, la deuxième fois que vous voyez le film, si vous le faites, vous verrez que tout a une suite absolument logique. Et ça se voit par plein de détails, le coup de la clé, les habits, plein de choses. C'est extraordinaire. Et donc, cette question du fondu au noir, pour moi, c'est partie des fondus au noir les plus inquiétants de l'histoire du cinéma, parce que j'ai vraiment l'impression que ces fondus au noir, qui sont de super montage, si on veut, qu'on passe pas d'un plan à un autre, on passe du plan aux ténèbres, et on revient des ténèbres à la vie, de la même façon. Et on est rentré donc dans le territoire de Sling, de la chose. C'est parmi, pour moi, les fondus au noir les plus anxiogènes que je connaisse. On a vraiment le sentiment que là, le film nous échappe, que le monde nous échappe totalement, qu'on rentre dans ces fondus au noir, sur lesquels Carpenter, d'ailleurs, insiste beaucoup. Sur la question des acteurs, moi, je peux vous donner une anecdote, parce que ça serait long d'en parler. J'étais sur le tournage de Vampire. Donc, on était en 2006, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Non, 90, non, je dis 80, 96, Vampire. Et donc, tournage Santa Fe, Nouveau-Mexique. Donc je débarque là-bas et je passe une dizaine de jours sur le tournage avec lui. Et dans le film, c'est intéressant parce qu'il y avait des acteurs qu'on pourrait appeler des acteurs carpenteriens. Donc, bon, pas bon, hein, mais des gens, il y avait quelques acteurs comme ça, une sorte de, à la Courtroussel, enfin, des acteurs à qui on dit, et un peu à l'américaine, à qui on dit voilà ce qui se passe, il dit le scénario, il disait le scénario, je fais ça. Aucune question, direction d'acteur minimale avec Carpenter, hein, absolument minimale. Il a bossé un peu auparavant, mais il attend de ses acteurs qui proposent 2-3 petites choses, mais le travail avec l'acteur est complètement fait avant, et tous, comme en plus beaucoup ont bossé avec Carpenter très souvent, savent exactement ce que lui va vouloir. Donc ça va extrêmement, extrêmement vite, pas de répétition, très peu de répétition, pas d'improvisation, chacun fait son job, ils vont de là à là, tu veux que je le fasse comment, voilà, je le fais très très bien, ça va très très vite. Mais il y avait un grain de sable sur le tournage, c'est James Woods. James Woods a été un cauchemar pour John Carpenter. C'est un type adorable, James Woods, intelligent et tout, mais cauchemardesque quand même. Et James Woods, qui a un égo surdémesuré, qui pense qu'il a une technique de jeu extraordinaire, pensait que c'était l'acteur, les autres étaient vraiment des nazes, mais lui était vraiment génial. Et donc, il avait le sentiment d'être un peu, à la fois, il aimait beaucoup Carpenter, mais il était un peu égaré au milieu d'une série B, avec des gens qui ne savaient pas trop jouer, alors que lui avait joué chez Cronenberg et Léon, les Kazan, quoi. Donc c'était quand même quelqu'un d'autre. Et toute l'inquiétude de Carpenter sur le tournage, vous savez, généralement, voilà, il y a la chaise du réalisateur, parfois il y a le producteur à côté, il y a souvent le chef-op ou l'actrice, quoi. L'actrice, c'était Sheryl Lee, la fille de Twin Peaks. Elle était un peu... bon. Et donc il y avait James Woods qui était là, et tout le problème de Carpenter qui avait collé la chaise de James Woods à la sienne, c'était de canaliser le problème de James Woods, qui n'en faisait qu'à sa tête. Hein, que dès que le Carpenter disait moteur, c'était parti, James Woods se croyait comme chez lui et pensait qu'il pouvait pendant un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, expérimenter des choses. Et je me souviens d'une fois, une scène est tournée devant un miroir, et James Woods doit parler tout seul devant un miroir. Un truc extrêmement banal, pour le Carpenter, pour lui c'est pas grand chose, on parle devant un miroir, c'est parfait, la mise en scène de toute façon fait tout chez lui. Et James Woods n'était pas content de la façon dont il a joué. Et donc il a commencé à répéter son... Et là, donc, Carpenter était prêt à arrêter, hein, on va dire, là c'est bon, dans la boîte, on a ce qu'il faut. Et il a compris au visage de James Woods, ultra furax, qu'il l'a regardé en lui disant « mais moi j'ai pas fini ». Peut-être fini avec ta caméra, mais moi j'ai pas fini en tant qu'acteur. Et donc, John Carpenter a fait un geste en disant à toute l'équipe, parce qu'il fallait pas que ça parte en vrille, a fait un geste pour que James Woods, pour qu'on le laisse tranquille, on continue à tourner, pas de bruit, etc. Et là, pendant entre 30 et 35 minutes, ce qui est extrêmement long sur un tournage, hein, j'ai l'impression que le monde s'était arrêté, 35 minutes, James Woods a répété sa scène, en faisant voilà, des différents tons, en criant, s'énervant, hurlant, se fatigant, etc. Une scène qui c'est 4 secondes dans le film, quand on le voit, on se dit, mais dès le début, ça allait. Et Carpenter avait conscience qu'il fallait laisser aller jusqu'au bout, et à la fin, James Woods a fait une séquence, on avait le sentiment que c'était la 30e prise, qui était la même que celle du tout début, mais là, ça lui convenait. Bon. Et il a dit, ok. Et là, l'ambiance est revenue, c'est que là, le souffle est revenu sur le plateau, et Carpenter est allé le voir. Et donc, tout le problème de Carpenter pendant tout le film, c'était de canaliser, en fait, le problème James Woods, et à la fois, d'ailleurs, sur et hors du tournage, enfin, dans les roulottes et tout, parce que tout le monde était évidemment, personne n'était dans sa propre maison ou autre. Il y avait des roulottes, d'hôtels, c'est partie de ces films, on a Santa Fe, donc les gens sont tous au même endroit.
Et James Woods était un peu fou furieux, quoi. Donc il fallait le contrôler pendant le tournage et même après. Et Carpenter s'arrangeait au maximum pour être avec lui, même après le tournage. Parce que sinon, ça allait être le bazar, il allait draguer, il allait consommer, voilà, bref, ça allait créer un problème, quoi. Et ça, c'est clair. Donc l'acteur chez Carpenter, et quand si un jour l'occasion d'en parler qui a rencontré 2-3 fois Courtroussel, qui est vraiment, alors là pour le coup, parce que Courtroussel a un drôle de parcours, hein, c'est quelqu'un qui vient de l'écurie Disney, hein, au début, hein, il fait bon, et puis il se retrouve peu à peu à être lié en fait à John Carpenter, et maintenant il est un petit peu retourné en grâce grâce à Tarantino, des choses comme ça. Mais et Courtroussel et Carpenter ne se parlent quasiment pas, ils se parlent avant, ils discutent du scénario. Courtroussel c'est exactement ce que veut John. De toute façon ils demandent toujours la même chose. Quand vous regardez Courtroussel dans Escape from New York, dans ce film-là ou dans d'autres films, il joue à peu près toujours le même type de rôle finalement. Il n'y a que dans Jack Burton, il est un petit peu différent. Là, pour ceux qui ont vu, vous avez vu Jack Burton, hein? Et non mais je voulais aussi dire, parce qu'en fait je pense à la question de l'échec qui est quand même très importante, c'est que avec The Thing, et donc échec à la fois critique aussi, hein, parce que bon, le public ne suit pas, on est en 82, bon, refaire l'histoire du cinéma américain, mais on sait qu'il y a un autre désir. C'est pas ce genre de film-là que les gens ont envie de voir. Bon. Or, pour le problème pour Carpenter, c'est que à l'époque, il est sur une pente ascendante. Carpenter, il a tourné d'abord peut-être Dark Star, vous avez peut-être vu, film d'école qu'il a rallongé, une sorte de pochade à la fois post-Docteur Folamour et pré-Alien, hein, parce que évidemment The Thing est la réponse de Carpenter à Alien. Hein. Et pourquoi John Carpenter a envie de répondre à Alien? Parce qu'il considère que le scénariste d'Alien, qui s'appelle Dan O'Bannon, qui est son ancien pote de l'USC en Californie, avec lequel il a coécrit Dark Star, en fait, il aurait dû lui donner Alien, et que quand il fait Alien, Dan O'Bannon a récupéré plein d'idées qui venaient de Dark Star. Hein. Alors, je ne vais pas en parler des heures, mais regardez Dark Star et regardez Alien, vous voyez effectivement ce que Dan O'Bannon a récupéré du travail qu'il a fait avec John Carpenter. Carpenter est furax, hein, et c'est pour une des raisons pour lesquelles il va accepter de tourner moins ce remake d'ailleurs du film de Howard Hawks de 51 qu'une nouvelle adaptation de la nouvelle de Campbell ou Gozer, qui est écrite en 35 ou 36, un truc comme ça. Et donc quand Carpenter fait ce film, il est en train de devenir le Wonder Boy du cinéma de genre et d'horreur à Hollywood. Hein. Assaut, qui a été un film, vous avez tous vu Assaut? Qui n'a pas vu Assaut parmi vous? Alors, ça c'est pas bien. Là, et, après, évidemment, Halloween, donc voilà, le film à l'époque, voilà, qui a été jusqu'à peut-être jusqu'à Blair Witch, le plus grand succès du cinéma indépendant américain, hein, 325 000 $ à l'époque, Halloween, 10 millions pour celui-là. Et puis ensuite, voilà, il va faire The Fog, qui est un film que j'aime beaucoup, Escape from New York, et The Thing doit être son grand film de studio, premier film avec un studio, Universal en l'occurrence, alors que jusqu'à là, il tourne pas avec des studios, qui distribuent, c'est pas eux qui produisent, et donc ça doit être son big break à Carpenter, The Thing. Après ça, il aurait pu devenir le Cameron des années 80, quoi. Le problème, c'est que ce moment-là va être rétrospectivement, ce qu'on considère comme un très grand film, un chef-d'œuvre, va être finalement le film qui va le plomber quasi définitivement, puisque la première expérience avec les studios sera pour lui dramatique, c'est The Thing, hein. Et en fait, il s'en remettra jamais. Et que toute la carrière de Carpenter après, elle sort en partie de l'échec de The Thing. À la fois quand il va faire ensuite Christine, acceptant une commande de ce bouquin de King, à l'époque où c'est très à la mode d'adapter King, c'est peut-être le refaire en faisant Christine. Hein, souvenez-vous qu'à l'époque, on a eu Carrie, on a eu Shining, Cujo, ce truc-là. Lui, il va faire Christine, qui aurait été un très très beau film, mais il accepte quand même la commande. Ensuite, il va faire Starman en disant, bah, si The Thing ça marche pas, peut-être qu'un E.T. sympathique ça va marcher, Starman ça marche pas. Ensuite, il va faire Jack Burton en disant, bah, là c'est un film auquel je tiens. À l'époque, il y a les films de Suard, ça vous dit peut-être quelque chose. Et là, pareil, il y croit vraiment, le film est un échec colossal. Et donc, dans la carrière de Carpenter, et ensuite il fallait qu'il va retourner vers les indépendants, puisque comme finalement le système ne veut pas de lui, les studios ça marche pas, c'est la catastrophe, il va faire ces deux films de la colère, qui sont d'un côté Prince of Darkness, et de l'autre Zélie, Prince des Ténèbres, et Invasion Los Angeles au milieu des années 80. Et en fait, on se rend compte que toute la carrière de Carpenter, et je pense que la fatigue qu'il a aujourd'hui depuis déjà quelques années, elle a commencé avec le pli The Thing. C'est qu'à aucun moment, Carpenter n'a réussi à prendre le pli des studios. Hein. Et même quand il va tourner avec Chevy Chase, Mémoire d'un homme invisible, vous avez peut-être vu ce film-là, rapport catastrophique avec Chevy Chase à l'époque, qui
qui massacre le film intéressant, mais est massacré en grande partie et par le studio et par Chevy Chase, est aussi un film qui sera une sorte de deuxième coup d'arrêt. En gros, Carpenter se dit, à chaque fois que je bosse avec les studios, ça se passe mal. Et donc, on a un cinéaste qui est, alors c'est pas Romero, enfin, dans le sens où il n'est pas aussi maverick que Romero en termes de production, il a quand même plus d'argent que Romero pour faire ses films, je mets dans The Dead à part, mais c'est quelqu'un dont le parcours s'explique en grande partie par l'échec de The Thing. C'est-à-dire que ce film-là, c'est à la fois l'aboutissement d'une première partie de carrière, tout y est, hein. Son obsession du mal, son classicisme, l'absence le faux groupe, hein, là, pour le coup, ça qui est. Il n'y a pas de groupe chez lui, c'est des individus, dans tout le monde ils peuvent être deux, ils se reconnaissent, ils ont les mêmes valeurs, sous des bouts de l'assaut, mais il n'y a pas de groupe. Cette obsession évidemment du mal, qui moi quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé chez Carpenter, je me dis c'est marrant ce type, en 74-75, qui croit vraiment que le mal existe, complètement à contre-courant de sa génération, complètement, hein. Les Craven, Harry Cohen, ces gens-là, lui il croit vraiment. Et donc, alors, ce qui donne une portée totalement métaphysique à ces films, entre parenthèses, c'est ça. Il n'y a jamais, le mal n'est jamais chez lui, hein, vous le savez, il ne vient jamais de l'intérieur, il n'y a pas de raison sociale au mal, de raison économique, etc. Non, le mal, il existe vraiment, c'est une entité abstraite, hein, c'est quelque chose auquel on doit se déterminer, face auquel les juges, les hommes, en fait, peuvent s'évaluer, hein, comment on réagit par rapport à ça, et tous ces films, évidemment, ont cessé d'aller vers une forme d'abstraction croissante du mal, et The Thing, un film génial, extraordinaire là-dessus. Parce que le paradoxe, évidemment, de The Thing, c'est que le film s'appelle The Thing, on essaie de parler de cette chose en permanence, et en fait, on ne la voit jamais. Hein, parce que une des grandes idées de The Thing, c'est qu'on ne cesse de voir l'avant et l'après, et on a à la fois une sorte de débordement permanent visuel, il faut quand même se rappeler le choc que ça a été à l'époque, les effets spéciaux de Rob Bottin, qui a 23 ans, ou 22 ans quand il fait ses spéciaux, il est quand même tout jeune, c'est quelque chose d'incroyable. Alors aujourd'hui, évidemment, à l'ère du numérique, on se dirait, bon, de toute façon, on peut tout faire, comme on peut tout faire, plus rien ne nous intéresse. Mais quand on voit effectivement ces effets, d'ailleurs, à l'époque, au moment du tournage, la plupart des acteurs, et même Carpenter, n'est pas très sûr, parce que c'est complètement fou ce qu'il va lui demander. Et le travail qu'a fait Rob Bottin est incroyable sur le film. À l'époque, il y a eu un an avant, il y a eu Hurlement de Joe Dante, on a commencé à voir des choses comme ça, ce que Charles Tesson appelle transformation à vue, hein, transformation du loup-garou, c'est-à-dire en continu, et pas soit ni coupé plan après les autres, ou alors en système de calque, comme dans la version de Mouillant par exemple, ou chez Fleming, mais là pas du tout, transformation à vue. Donc c'est un film qui est le sommet des effets spéciaux de l'époque, et à l'époque, Carpenter n'est pas sûr que Rob Bottin va y arriver, hein, il n'est pas sûr. Et lorsque la plupart des séquences ont lieu avec ces sets de monstres qui doivent apparaître, ils sont tous un peu stressés, y compris Carpenter, parce qu'il n'est pas convaincu que ça marche. Hein, la séquence avec le corps qui se démembre, les deux bras coupés, la tête qui tombe, qui se transforme en araignée, on voit bien combien ça aurait pu être une sorte de Lovecraft super cheap et ridicule. The Thing, il est quand même, il est borderline, il n'est jamais, hein, mais on voit bien que ça aurait pu être un film totalement ridicule. Donc même là, il y avait une forme effectivement d'expérimentation, et puis vous savez que le film a été quand même écrit par le fils de Lord Lancaster. Guy Lancaster, enfin, c'est lui qui a signé l'adaptation de la nouvelle. Une dernière question, c'est ça? Ok. Dernière question. Il faut synthétiser toutes les questions qui étaient prévues. Alors, bonsoir, vous venez spontanément de dire que chez Carpenter, le montage fait tout. Et là, on vient de parler des acteurs. Et dans ce cas-là, quelle est la place des personnages, ou en tout cas des traits de caractère des personnages chez lui? Est-ce que c'est dans ce cas-là, peut-être si le montage fait tout, c'est peut-être volontairement qui choisit plutôt spontanément des archétypes, ou est-ce qu'il y a une autre explication? Non, attends, le montage fait tout. Si vous me dites quelqu'un dit ça, je me dis c'est débile. Mais ça ne veut rien dire, le montage fait tout. Le montage fait tout, il fait beaucoup, comme sur la gestion du scope, par exemple. Moi, j'ai toujours considéré que c'est vraiment, Carpenter est un des grands utilisateurs du scope. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose de fascinant. De toute façon, c'est pas évident d'utiliser le scope. Il y a beaucoup de choses qu'il utilise, mais bien, c'est pas si fréquent. Oui, là-dessus, c'est intéressant. Carpenter, évidemment, fait partie. Oui, vous avez raison, bien sûr, mais en même temps, Carpenter, il est dans la grande tradition, il le dit lui-même d'ailleurs. C'est pour ça que, quand on parlait de Hawks tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, à l'américaine, classique, d'une façon, considère que action is character, Fitzgerald. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que que le personnage est monolithique. Attention, c'est pas ça. C'est simplement cette idée que dès qu'un personnage doit raconter quelque chose de lui-même, enfin, le film doit raconter quelque chose du personnage,
de son passé, de sa psychologie, de sa façon d'être ou autre. À aucun moment, ou extrêmement rarement, ou le moins possible, il va passer effectivement par le dialogue ou une certaine introspection. Il y a toujours chez Carpenter la conversion en une action, mais alors la façon, par exemple, je me souviens, peut-être pour ceux qui ont vu Assaut, il y a plein de moments très célèbres dans Assaut là-dessus, et il y a un moment où le personnage du prisonnier envoie son fusil au personnage du flic, qui est une reprise d'ailleurs d'une séquence de Rio Bravo. Bon, ça à la limite on s'en moque. Mais ce qui est intéressant, c'est par ce geste-là, en fait, Carpenter raconte la relation entre les deux. Pour quelle raison ce prisonnier qui est totalement allergique à toutes sortes d'institutions, d'autorité, etc., l'envoie pour autant à ce policier-là. On dit la reconnaissance d'un code d'honneur, d'une valeur qui va au-delà des positions prédestinées. Il y a quelque chose dans cet homme-là qui va au-delà du fait qu'il est flic. Il y a quelque chose en moi qui va au-delà du fait que je suis prisonnier. Donc ça, ces frontières, elles sont plus opérantes pour Carpenter que les frontières de la loi. Ça reste quand même un vrai navire canard, Carpenter. Il est comme tous ces spécimens de cinéastes américains, qui est une espèce de l'anar, l'anar libertaire. C'est vraiment son truc. Bon. Et donc, l'archétype, c'est pas le monolithe. C'est qu'effectivement, il passe à la fois par toujours des solutions de montage, mais ça peut être même une tenue. La tenue de cow-boy, par exemple, de Macready dans le film, elle le qualifie très très bien. C'est qu'il est habillé comme John Wayne, il est souvent filmé avec cette espèce de bonne femme qui est derrière lui, sur lequel Lily Jane, qu'on voit en poster dans la grande salle, etc. Qu'il incarne l'homme qui est avec les valeurs du vieil Ouest. C'est des valeurs classiques, si vous voulez. Et Carpenter le qualifie aussi bien par la façon dont il va utiliser certains traits de caractère, certaines actions, ce qu'on fait ça compte, c'est toujours pareil. Moi je raconte toujours ça à propos des conversations qu'on avait avec lui, le fameux truc complètement délirant quand on lui posait des questions, puis on posait des questions de 10 minutes et lui répondait 45 secondes. C'est le classique avec Carpenter. Après, quand vous retrouvez l'entretien, vous vous sentez un peu mal. Et puis un jour, je me souviens très très bien, on était d'ailleurs c'était peut-être avec Luc ou après je sais plus, on était au 4 ou 5e jour d'entretien avec lui, et lui était très gentil et épuisé en même temps. Il te répond à des questions toujours plus délirantes, etc. Parce que quand on commence ces entretiens, quand on est jeune critique, on dit toujours pourquoi. Alors qu'après, on se rend compte qu'il faut dire comment au cinéaste. Il ne faut pas leur dire pourquoi. Pourquoi, c'est nous qui trouvons. Donc on dit pourquoi il y a ça, pourquoi c'est pour moi, qu'est-ce que ça veut dire. C'est comment vous l'avez fait. Bon, et à un moment, donc, après avoir répondu pendant des heures à mes questions, il m'arrête, il me dit, bon, je vais vous expliquer un truc. Voilà. Et ça, c'est une phrase qui est toujours restée en moi. Il m'a dit, il y a la grande différence qu'il y a entre vous, les Européens, et nous, les Américains. Mais le vous intégrait état d'esprit dont j'ai pu le retrouver là ponctuellement dépositaire, c'était qu'il me disait la différence entre vous et nous, c'est que vous parlez et nous on tire. Et cette phrase-là, alors elle est marrante, mais en même temps elle est totalement juste par rapport à ce que vous disiez sur la réaction de la psychologie chez John Carpenter. Son grand classicisme de la même façon. C'est vraiment, il est qu'il n'y a pas une seule parole qui ne puisse pas trouver, ou un trait psychologique ou un trait de caractère qui ne puisse pas trouver un équivalent de façon très très concrète. Je fais quelque chose, j'aide quelqu'un, j'envoie, je tire, je prends une arme ou autre. C'est cette idée que le personnage il est défini en fait par ce qu'il fait et pas du tout par ce qu'il dit. Et d'ailleurs, comme chez tous les grands cinéastes américains classiques, ceux qui parlent le plus sont les moins fiables. Il y a au contraire presque une sorte de méfiance à l'égard du verbe. Je ne parle pas de la comédie, c'est pas présomptueux juste, mais dans ces films-là, celui qui parle, il est suspect. Plus on parle, plus on est suspect. Les grands héros carpenteriens, ceux qui ont des valeurs, ceux qui sont un peu droits dans leurs bottes ou autres, ce sont plutôt des taiseux. Celui qui parle beaucoup, il manipule, il en fume. C'est souvent l'institution. Je pense notamment à des films comme Starman ou autres. Dès qu'on parle beaucoup, c'est très mauvais signe chez Carpenter. Vous voyez, je suis un vrai personnage carpenterien. C'est la règle, on est obligé de s'enfuir. Écoutez, merci beaucoup. Et également, on voulait remercier Splendor Film d'avoir rendu cette séance possible. Et pour les personnes, en tout cas vos amis qui n'ont pas pu venir à cette séance parce qu'elle était complète, on vous rappelle que la ressortie de The Thing en salle, c'est le 27 janvier, notamment au Grand Action. Voilà, je compte sur vous pour faire passer le message.